Donc, bienvenue à tout le monde sur le quatrième forum de l'économie circulaire, où toute la journée sera consacrée justement à des échanges et à des retours d'expérience via des webinaires qui sont portés sur différentes thématiques intégrant l'économie circulaire. Ce matin sera consacré justement au tourisme avec des intervenants enfin voilà, que je remercie déjà d'entrée pour le travail qu'elles ont fourni et de pouvoir participer à ce webinaire qui durera au plus tard jusqu'à 10h30 puisqu'on enchaîne les prochains toute la journée. Donc, je suis Karine Freux, je suis chargée de projet économie circulaire à la région. Je vais vous donner un peu les règles du déroulement de ce webinaire. Les règles du jeu, je coupe ma caméra si voilà, je coupe mon micro si je n'interviens pas pour éviter les échos. Les questions, vous pouvez les poser dans le chat. En fonction des intervenants, on prendra un petit temps après chaque intervention pour y répondre directement. Si on a un peu de temps à la fin du webinaire, on pourra laisser la parole aux personnes qui lèveront la main et qui pourront s'exprimer directement. Voilà, vous avez la possibilité donc d'utiliser le chat en haut en mettant le mode des petits points plein écran et la petite bulle là qui permet effectivement d'écrire des messages. Voilà, et je vous donne l'ordre du jour. Effectivement, aujourd'hui, on a Christelle Bedet de l'ADEME qui co-anime ce webinaire avec moi et qui va vous présenter la thématique un peu plus nationale vers un tourisme durable. Sophie Pirkin du Comité régional tourisme et des loisirs qui nous présentera ses actions développées par le CRTL pour accompagner un tourisme durable en région. Muriel Pellissier-Chambaron, de l'Office tourisme des Deux-Rives, qui nous présentera sa boutique exemplaire de l'Office du tourisme durable. Mathieu Morel du camping Beauregard, qui a expérimenté des sanitaires individuels et une maison du recyclage au camping Beauregard qui mérite effectivement de s'attarder sur cette expérimentation. Et enfin, Stéphanie Maïs Casseret de Cévennes Écotourisme qui a testé le baluchon et qui nous fera un retour sur cette expérimentation. Je vous propose donc de laisser la parole à Christelle Bedet de l'ADEME pour vous faire sa présentation. Merci. Merci Karine. Alors, attends, je vais couper mon Skype. Je crois qu'il y a des micros qui restent encore ouverts. Je ne sais pas si toi, Karine, en tant qu'animatrice, tu as la possibilité de couper les micros de tout le monde ou pas, mais si certains peuvent couper. Ah, super. Voilà, je crois que c'est bon. Merci. Super. Bonjour à tous et bienvenue là dans ce webinaire dans le cadre du Forum Économie Circulaire. L'idée qu'on m'avait demandé là, c'était de faire le lien ou de voir dans quelle mesure il y a des liens à faire ou comment travailler sur une économie circulaire dans le cadre du secteur économique du tourisme. Et donc on va essayer là durant 10 à 15 minutes de vous présenter ce que fait l'ADEME et le positionnement de l'ADEME sur ce sujet. Donc moi-même, je suis donc Christelle Bédès à l'ADEME Occitanie, sur le site de Montpellier, en charge depuis peu, puisque j'ai pris une mission là dans le cadre du plan de relance que je vous présenterai juste après, sur le sujet du tourisme durable. Alors le tourisme, qui est la slide du coup, la suivante. En France, on le sait et d'ailleurs il a été fortement impacté, dans le cadre de la crise qu'on a tous connue là depuis maintenant quasiment 2 ans, représente des enjeux économiques très importants avec un PIB là à plus de 7 voire qui est monté jusqu'à 10. Des enjeux aussi, sociaux, très importants aussi, au niveau, des territoires avec une animation, qui se fait au sein des territoires et puis environnementaux, parce qu'on va le voir en détail, un peu plus après. Vous avez ici la chaîne de valeur, du tourisme. Alors juste si tu peux revenir un petit peu juste avant. Excuse-moi, Karine. Et vous le voyez, ça touche l'ensemble des secteurs, que ce soit, de l'hébergement, des loisirs, l'alimentation, des transports, et donc ça impacte aussi bien sûr, des pressions sur l'environnement, que ce soit au niveau des ressources,
au niveau de la consommation de biens, au niveau de l'usage, de l'aménagement, et qui fait que, quand on fait l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur du tourisme, il y a beaucoup de secteurs qui sont directement touchés et qui veut dire qu'il faut réussir à mettre plusieurs acteurs en mouvement. Et c'est ce qu'on essaye de faire là depuis un certain nombre de mois, notamment avec certains acteurs qui seront juste après présentés. Donc le tourisme jusqu'à présent, comme beaucoup de nos secteurs d'activité d'ailleurs, hein, et ça Karine, je laisserai compléter, qui est une experte là du sujet de l'économie circulaire, ça reste encore une économie linéaire. Parce qu'on est beaucoup et vous le savez, l'économie d'aujourd'hui pour revenir sur les principes de l'économie circulaire, sur l'extraction de nos ressources, qui sont des ressources qui, comme on le sait, sont pas, inépuisables, infinies et donc mais par contre qu'on continue à extraire, de façon très conséquente pour fabriquer du coup, certains process et du coup qui émet un certain nombre, d'émissions que l'on distribue avec un consommateur qui est là et il y a une fin de vie. Aujourd'hui, cette économie en tant que telle et pour le secteur du tout adapté au tourisme, alors il va y avoir 4 ou 5 animations du coup, c'est vrai qu'elle peut, énormément consommer en fait, en termes de pollution, notamment, quand on est au niveau des déchets. Il y a des impacts aussi au niveau, de l'environnement. Je ne sais pas si Karine, tu peux passer du coup, les différentes animations? Si ça marche bien. Voilà, il y avait 4-5 photos. Donc c'était pour illustrer qu'aujourd'hui, il y a des enjeux très forts, sur le secteur du tourisme, puisqu'on le voit dans des secteurs comme, les zones de montagne, même si c'est pas le cas, actuellement. On peut avoir des degrés d'enneigement, très différents qui sont dus aussi à un impact de la pollution et du coup une diminution de l'enneigement, sur nos montagnes ou dans le littoral avec un afflux, trop conséquent du coup, de déchets et qui du coup peut aussi induire, des enjeux, très forts et du coup, alors à la fois l'usage de nos ressources, qui est pas infini et puis une pollution aussi, de nos littoraux, et puis des enjeux aussi, alors sur le littoral également avec, des montées des eaux qui là, c'est illustré notamment sur le territoire de la Narbonnaise, qui met en lumière, le fait que la mer monte, et qu'il y a des impacts très forts et du coup, comment on s'approprie ou on se réapproprie le littoral ou comment on anticipe les effets du changement climatique, avec certainement, un travail aussi à faire avec les opérateurs touristiques, quand on est très proche du littoral et donc il va falloir peut-être réaménager, aussi, certains endroits et puis un troisième pilier, également, on parle beaucoup, de tourisme massif, qui, du coup influe beaucoup, sur nos territoires littoraux, mais sur nos montagnes ou nos campagnes et donc comment on arrive aussi à promouvoir un tourisme de proximité, et ça je sais que le CRTL, prend sa part aussi avec la région, sur ces sujets-là en utilisant un peu moins, l'avion là qui est mis en lumière, je l'ai fait exprès là dans une photo, notamment prise sur, le Midi Libre, et peut-être en essayant de promouvoir un tourisme autrement. Et pourquoi? Parce que l'ADEME, du coup, a mis en lumière là et c'est quelque chose que l'on n'avait pas aujourd'hui quantifié, les enjeux du tourisme au niveau national, versus de ce qui se fait là au niveau mondial, en essayant de quantifier, comme on le fait sur d'autres secteurs d'activité, les émissions de gaz à effet de serre sur le secteur du tourisme. Ce que l'on voit rapidement et je vous ai mis les liens à la fin et dans tous les cas, là, je sais que les présentations seront envoyées à l'ensemble des participants, c'est qu'aujourd'hui, le tourisme, impacte près de 11 des émissions de gaz à effet de serre sont générées par le secteur du tourisme. Ce qui n'est pas négligeable, et qui fait qu'aujourd'hui, travailler sur le secteur du tourisme, ça peut permettre aussi d'engendrer, un impact fort sur le climat et quand on regarde cette répartition, des émissions de gaz à effet de serre, on voit que 3/4 de ces émissions sont liées à la mobilité. La mobilité qu'on entend, c'est à la fois les personnes qui viennent sur le territoire, mais aussi qui se déplacent durant, leurs usages et pourquoi? Parce que c'est ce que je disais précédemment, essentiellement, le transport quand on vient de loin, souvent est fait du coup, en avion ou même des fois parfois en bateau, qui sont aujourd'hui des secteurs très consommateurs et très émetteurs des gaz à effet de serre. Donc c'est là où on voit qu'il y a une empreinte carbone assez conséquente, sur ce secteur touristique et qu'il y a des enjeux à avoir en tête pour essayer de développer des mesures et des programmes en adéquation aux enjeux de ce secteur-là. Et si on regarde dans la slide suivante la répartition du coup de ce secteur-là, on voit donc que 3/4 sont liés au secteur du transport, un quart lié à l'hébergement, à la restauration et les achats,
et que, si on prend l'empreinte carbone qui est aujourd'hui, celle qui est donnée dans le cadre des rapports, notamment du GIEC, qui sont les groupements d'experts au changement climatique au niveau international. Et si on se donne la limite carbone que l'on ne devrait pas dépasser en tant que consommateur pour atteindre les objectifs de réduction de 1,5 degré, on voit, bien qu'un touriste qui d'origine lointaine, qui fait un New York, Paris par exemple, et qui reste sur une durée de 7 jours, a déjà atteint son quota d'émissions. Voilà. Ça, je vous ai présenté rapidement ces études-là, cette étude-là. Vous aurez à la fin, le rapport complet, sur lequel, vous aurez le détail de la méthodologie, et l'idée notamment de ce secteur-là, c'est qu'au niveau national, dans le cadre des discussions qu'on a avec les réseaux comme ADN Tourisme et autres, c'est d'avoir un suivi au moins annuel ou tous les 2 ans de ce secteur d'activité et qu'on prenne en mesure, l'impact, et les actions qui vont en adéquation du coup, pour accompagner ce secteur-là. Du coup, la question, comment aller vers une économie plus circulaire pour le secteur du tourisme? Alors là, vous avez alors que vous avez peut-être un petit écran, mais c'est la boucle que certainement connaissent la plupart d'entre vous. C'est pour passer de l'économie linéaire que je vous ai présentée juste avant, où on va puiser des ressources, où on va les distribuer, on va les consommer et puis il y a une fin de vie. C'est d'essayer de voir comment faire une boucle de cette économie en utilisant notamment les déchets des uns comme des ressources pour les autres et en essayant aussi de mettre en place des processus, que ce soit de la réparation, le réemploi, l'usage aussi de déchets, de biodéchets, pour que ça qu'il y ait un retour à la terre et en dernière étape, le recyclage, de matières, de déchets que l'on va transformer, recycler, pour d'autres, et donc ça, c'est cette boucle vertueuse qu'il faut réussir à mettre, en place dans tous les secteurs d'activité, qui est quelque chose qui se met en place et qui est accompagné d'ailleurs très fortement par la région et par l'ADEME, d'où l'objet de ce séminaire-là. Alors comment ça se passe quand on l'évoque sur le secteur du tourisme? J'essaie de reprendre la 5 piliers pour vous mettre en lumière un peu, ce que on peut faire. Notamment en amont, quand on pense, projet touristique, il est important de penser éco-conception en amont des projets et ça vaut sur l'ensemble, je dirais, des services touristiques. Que ce soit quand on va promouvoir une destination, donc là, notamment avec, les agences de développement du tourisme, les offices du tourisme, madame Pélissier, là, évoquera certainement tout ce qui se fait là, à l'échelle de son territoire, ou même au niveau de la construction d'hébergements, quand on fait un choix d'alimentation. Et il y a des outils aujourd'hui qui existent pour s'engager vers une démarche plus vertueuse, que ce soit à travers, l'écolabel, pour les différents secteurs, l'affichage environnemental, qui sont des méthodes aujourd'hui, qui sont accompagnées d'ailleurs et soutenues financièrement, je vous le présenterai juste après, et qui permettent du coup d'enclencher, une véritable démarche d'éco-conception de son entreprise ou ses produits. En deuxième point, quand on est un opérateur touristique, ou un hébergeur, on doit penser aussi comment s'approvisionner durablement et c'est là où il peut y avoir du coup, une réflexion sur le choix des fournisseurs, sur le choix des matériels qui peuvent être du coup écolabellisés ou, plutôt, locaux, et du coup, comment on arrive à mettre en lien, des producteurs locaux avec les opérateurs touristiques. Donc c'est vrai que là, il y a une vraie animation aussi qui doit se faire, que ce soit sur des circuits courts et notamment alors circuits courts alimentaires, mais aussi énergétiques. Il peut y avoir des engagements aussi des opérateurs vers de la production locale d'énergie renouvelable et ça, ça sera présenté la semaine prochaine à Energaia, mais c'est vrai qu'il y a des vrais, enjeux, en Occitanie qui d'ailleurs sont accompagnés de production locale, d'énergie renouvelable et donc là, les opérateurs touristiques peuvent agir aussi sur ces piliers-là. Le troisième point, et ça je pense c'est pas le plus des moindres, c'est comment on arrive à favoriser la coopération entre les acteurs au sein de son territoire et c'est vrai que là, les acteurs régionaux comme le CRTL, la région et à une échelle plus basse, que ce soit au niveau du département avec les CDT, les ADT, donc les comités départementaux du tourisme ou les agences de développement du tourisme, ont un vrai rôle à jouer d'animation, comme les offices du tourisme, d'opérateurs sur le territoire pour mettre justement en lien, des produits locaux, les besoins, des hébergeurs et des restaurateurs et certainement, on l'a vu tout à l'heure, favoriser une mobilité alternative, pour essayer de diminuer, ce côté 3/4 des émissions, liées au secteur de la mobilité. En quatrième pilier, c'est tout ce que l'on connaît et que l'on pense, je pense dès le début, c'est comment on réduit,
comment on réutilise, comment on recycle, nos produits, nos objets, nos usages, et c'est là où il y a une vraie démarche à faire à la fois au sein de l'entreprise, mais aussi vers le public puisqu'on est sur, aujourd'hui des entreprises qui accueillent du public et donc qui ont un vrai rôle de sensibilisation aussi, auprès du public, qui vient du coup, sur nos territoires ou dans leurs hébergements. Et puis le cinquième pilier, mais il y en aurait d'autres, mais c'est pour donner un peu une perspective sur ces sujets-là, c'est organiser une communication transparente sur des actions, sur le fait de mettre une étiquette environnementale qui aujourd'hui, c'est quelque chose qui est volontaire, hein, qui est encouragé, qui peut-être sera obligatoire demain. Et donc, il y a aussi tout un travail dans le cadre des réseaux avec ADN Tourisme, avec les CRT, avec les ministères aussi dans lequel l'ADEME et les différentes régions aussi font partie. Comment on encourage une communication transparente des différentes actions que l'on peut mettre en place. Voilà un peu les 5 piliers que je voulais vous présenter, là-dessus. Du coup, dans la slide, suivante, c'était pour évoquer que ce secteur, c'est un secteur qui aujourd'hui a été donc en crise et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est mobilisé pour l'accompagner, mais qu'il y a de nombreuses opportunités pour aller vers un tourisme plus vert. C'est ce que notamment on a mis en évidence là lors d'un communiqué qu'on fait là dans le cadre des magazines Adem et vous, et le fait qu'aujourd'hui, il y a près de 88 des Français qui sont favorables, à aller sur des sites qui sont plus emblématiques, où il y a un coût peut-être plus important, mais où il y a un impact moindre, notamment sur l'environnement. Et c'est là où c'est important aussi pour les opérateurs touristiques, les offices du tourisme et autres, de mettre en lumière aussi cette réduction d'impact sur l'environnement parce qu'on voit la pandémie, on va dire, a pas eu que des mauvais, je pense ça a eu du bon aussi, d'une volonté de revisiter aussi certains territoires qu'on avait à côté et d'aller ou de diminuer un peu l'impact qu'on pouvait avoir, sur ce secteur-là. Et c'est pourquoi alors du coup, on va passer à la slide, suivante, mais je vais enclencher directement sur l'autre slide. Ça, c'est les éléments que vous pouvez retrouver dans la présentation. L'ADEME donc s'est mobilisé, dès le début de cette année, enfin déjà en fin d'année, pour accompagner ce secteur-là, et vous avez certainement pas entendu parler du plan de relance au niveau national dans lequel l'ADEME était, très fortement mobilisé et le secteur du tourisme, a été un enjeu donc qu'on a souhaité accompagner, notamment pour rebondir, sur, une transformation du secteur vers une transition écologique, rebooster aussi l'attractivité de certains territoires ruraux ou sur la qualité des offres. Et donc on a travaillé en Occitanie avec l'ensemble des acteurs, que ce soit avec la région, le CRTL, les CCI, les ADT, les PNR, donc les territoires de projet, qui, ont été à la manœuvre et que l'on a, comment dire? Sélectionnés en amont du lancement du fonds tourisme durable pour nous aider, à accompagner directement sur le territoire les opérateurs touristiques. Et puis il y a notamment un cas particulier là que je cite rapidement qui est notamment le territoire de Lourdes. Lourdes, pour ceux qui ne le savent pas, qui est la deuxième ville hôtelière de France derrière Paris, avec plus de 140 hébergements touristiques sur lequel du coup on a un accompagnement aussi plus, poussé, notamment pour enclencher une rénovation massive, du, patrimoine, touristique. Et vous l'avez certainement vu, mais ce secteur ne sera certainement accompagné puisque dans le cadre des dernières annonces du ministre, le programme notamment le plan de reconquête de transformation du tourisme, a été, lancé, annoncé là par le Premier ministre la semaine passée à Saint-Cyr-la-Popie dans le Lot, avec l'idée de conforter aussi, le tourisme, un tourisme plus vertueux et d'accompagner, notamment les opérateurs, vers cette transformation sur un programme de 3 à 5 ans. Voilà un élément de contexte, donc qui fait que ce fonds tourisme durable, il se décline concrètement sur 3 axes. Un 1er axe qui vise à accompagner donc le secteur, de la restauration avec un budget de 10 millions d'euros. Un deuxième axe, qui vise à accompagner les secteurs de l'hébergement touristique et ça s'appuie dans le cadre, je vous présenterai juste après, d'un accompagnement avec des partenaires qu'on a sélectionnés en amont pour auditer les opérateurs restaurateurs hébergement touristique. Et le dernier axe, qui est un axe, qui s'appelle le slow tourisme, que je ne présenterai pas en détail là, c'est quelque chose qui est en cours de finalisation. Il y a eu 2 appels à projets qui ont été lancés successivement là en juin et octobre de cette année,
qui ont fait l'objet de nombreuses sollicitations, et notamment en Occitanie avec pas mal de demandes. C'est l'idée de travailler aussi sur un tourisme autrement qui favorise les 4 sens qu'on appelle du slow tourisme, à savoir la découverte des paysages, la découverte des populations locales, le fait de voyager autrement et de prendre le temps de ce voyage. Et donc, il y a plusieurs candidatures là qui ont été sélectionnées. Ça fera l'objet d'un communiqué de presse d'ici la fin de l'année sur ce projet-là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Donc, dans le cadre ce que l'on accompagne dans le cadre de ce fonds tourisme durable, c'est un ensemble d'actions qui visent du coup à travailler sur le secteur de l'éclairage, de la mobilité, de l'économie circulaire plus largement que les déchets, de l'efficacité énergétique des équipements, et qui vise aussi à engager les opérateurs vers une labellisation, ce que je vous expliquais juste avant, une éco-conception de leurs produits, de leurs services, en les accompagnant vers du coup, des démarches, où ils peuvent avoir du coup un appui, un partenaire extérieur pour les aider à enclencher cette démarche-là. Et des actions également spécifiques sur la restauration durable et les hébergements touristiques, à savoir sur le fait de s'approvisionner plus localement, sur le fait de peut-être de créer aussi un potager, localement, sur le fait d'avoir des achats d'équipements pour essayer de conditionner, du coup, tout ce qui est, des équipements frais, localement, ou quand on est sur des hébergements touristiques, le fait de travailler aussi sur tout ce qui est économiseur, d'eau, d'énergie, le fait de travailler sur tout ce qui va être confort d'été, confort d'hiver. Voilà, il y a tout un tas d'actions, comme ça qui ont été mis en place, qui sont des choses forfaitaires, et qui permettent d'être accompagnés, dans le cadre de ce fonds de tourisme durable. Pour ça, vous avez des partenaires, vous avez la carte ici en Occitanie, qui sont à la fois des alors qu'on a voulu, couvrir l'ensemble de la région. Donc on a des partenaires qui, sont à la fois des CCI, des ADT ou des CDT, qui peuvent accompagner, et également des territoires de projet, ainsi que l'UNAT, qui est l'Union nationale du coup, des, associations du tourisme associatif, dont les centres de vacances, les centres d'hébergement, qui peuvent vous accompagner sur votre territoire. Vous avez les liens là en tant que tels, et le contact de chacun, des opérateurs. Comment ça se passe? Du coup, vous pouvez, contacter directement un des opérateurs qui va réaliser pour vous un diagnostic gratuit, personnalisé, et qui va vous aider du coup à, cibler, déjà à comment dire? À mesurer l'engagement de votre entreprise dans la transition écologique, et à vous aider du coup à accéder aux différentes aides, que ce soit sur, l'hébergement, la restauration, mais aussi toutes les aides liées à la mobilité, à l'éclairage, à la transformation d'équipements de froid, également, et vous aider aussi à du coup déposer votre dossier de demande d'aide sur la plateforme Agir, de l'ADEME en tant que telle. Donc moi, je vous invite très largement, si ce n'est pas déjà fait, à, prendre contact avec les différents contacts sur votre territoire pour, vous faire accompagner et bénéficier d'un diagnostic qui est gratuit. Les différentes aides du coup, qu'il y a dans la slide suivante. Il y a plein de petites animations. Vous avez du coup là le détail des aides que vous pouvez retrouver sur la plateforme Agir, pour la transition, de l'ADEME, et qui sont des aides, du coup forfaitaires, sur lequel en fait vous allez rentrer, dans le cadre de la plateforme Agir, et y déposer votre dossier de demande de subvention, qui sera un préalable, où il faudra passer par l'étape préalable du partenaire, et donc qui aura fait et élaboré un diagnostic avec vous, qui vous aura aidé du coup à compléter le dossier de financement et les différentes aides auxquelles vous pouvez avoir droit, et également, y joindre les devis, derrière, qui sont demandés en fonction des différentes catégories d'aides. Je ne vais pas rentrer dans le détail là, ce n'était pas l'idée aujourd'hui, mais c'était de vous présenter le dispositif et puis de vous renvoyer vers les partenaires. Aujourd'hui, en Occitanie, on en est à peu près à il y a 170 diagnostics qui ont été réalisés par les partenaires, et on a, une cinquantaine de dossiers déposés. Donc quand on dit dossier déposé, c'est des hébergeurs, des restaurateurs, qui ont bénéficié, de dispositifs, d'accompagnement. Ces dossiers, comme vous le voyez, on est sur des moyennes de projets, qui sont, entre 15 000 à 19 000 € et aidés à 50 qui sont la moyenne d'aide des dossiers, donc relativement conséquente. Et on est sur des nouveaux opérateurs, donc avec des opérateurs que l'on ne connaissait pas par avant, et qui sont, des opérateurs, qu'on n'avait actuellement pas accompagnés, et qui peuvent être divers et variés. Vous le voyez là sur la petite, slide, à la fois, des villages de vacances,
qui veulent travailler sur la mobilité et donc construire un abri vélo qui est recouvert de panneaux photovoltaïques et qui sont accompagnés du coup financièrement. Économiser aussi tout ce qui est la déperdition de chaleur liée à la piscine, et donc avec une bâche de piscine qui seront mises sur l'équipement, ou travailler sur les postes d'éclairage avec le remplacement de LED performantes, qui sont aussi des choses qui sont financées. Ou alors, dans le cadre d'un hôtel classé dans l'Aveyron à Najac, pour le coup, qui a une démarche alors historique sur ces sujets déjà à la fois sur le côté restauration, puisqu'il a travaillé beaucoup plus sur la promotion de la restauration avec des menus végétaux notamment, et un peu moins carnés, et donc souhaite aussi enclencher une démarche plus globale. Souhaite aussi se former, il y a des formations qui sont éligibles, aux éco-gestes, notamment sur ces sujets-là, et veut enclencher une démarche d'écolabel européen, de son établissement, et donc a été accompagné là par un des opérateurs. Ou alors, mais on l'aura tout à l'heure, un camping sur le littoral, à Marseillan, qui est à une démarche pour le coup globale d'économie circulaire sur son territoire. Là, on vous a mis 2 vidéos qu'on va pas passer là, qui sont du coup des bénéficiaires là du fonds tourisme, et vous aurez là dans la présentation à la fin, mais j'y reviendrai pas, différents, liens, et notamment, qu'on a pu capitaliser là sur les différents sujets que je vous ai laissés, qui permettront du coup d'aller un peu plus loin sur ces sujets-là. Et puis pour faire la transition, toute faite, c'est vrai que ce travail-là, comme je le disais, c'est quelque chose qu'on a souhaité, alors qu'on faisait de façon très ponctuelle, nous, côté ADEME, qu'on souhaite renforcer avec un plan d'action aussi, global sur le sujet, et que l'on s'attelle à faire notamment avec les partenaires régionaux, dont le CRTL, le Comité régional du tourisme et des loisirs, avec lequel, vous l'avez peut-être pu voir, lors du salon Convergence, on a annoncé notamment un partenariat fort sur 3 ans, que l'on a voulu du coup renforcer, notamment pour travailler, à la fois renforcer le sujet d'un tourisme plus durable, mais aussi travailler sur cette question de la mobilité touristique, et donc avec le financement d'un poste que l'on s'accorde au sein du CRTL pour accompagner les opérateurs touristiques également sur le sujet. Bon, je te remercie beaucoup, Christelle. Je vais enchaîner avec Sophie Birkin de suite. Il y a une question dans le chat. Je te laisse y répondre comme ça. On ne perd pas trop de temps. Merci, Sophie, de prendre la suite. Oui, merci à vous. Bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, je vais vous présenter de façon assez rapide les actions qui sont entreprises par le Comité régional du tourisme et des loisirs en partenariat avec pas mal d'acteurs, vous allez le voir, pour engager effectivement un tourisme durable en Occitanie. Alors, tout comme Christelle, en fait, c'est une mission qui est assez récente, hein, elle a à peu près 2 ans. Voilà. Je vais vous redonner, mais très rapidement, finalement, le poids économique. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on parlait beaucoup de la performance économique du secteur. Effectivement, c'est en Occitanie le deuxième contributeur du PIB, avec l'aéronautique et l'agriculture, vous le savez sans doute. Et tout à l'heure, Christelle a parlé de 7,3% du PIB au niveau national, hein, ce que représente le tourisme au niveau national. En Occitanie, c'est 10,3 du PIB régional. Donc, vous voyez l'importance de ce secteur, avec un grand nombre de nuitées. Et donc, on peut imaginer, on en reparlera tout à l'heure, du coup, des externalités effectivement que ça représente. Une attractivité forte de la région qui est principalement due à ses atouts, des atouts environnementaux. Effectivement, une région extrêmement, en tout cas, qui a beaucoup travaillé sa qualité de paysage et sa biodiversité. C'est grâce à tous les acteurs publics, hein, qui travaillent sur ce sujet depuis très longtemps. On a des atouts, effectivement, voilà, des côtes, des montagnes, etc. Donc, une attractivité forte. Et puis, des grands sites Occitanie, des grands sites de France. Également, un maillage fort, puisqu'on a aujourd'hui beaucoup de centres thermaux. On a la plus grande région en termes d'hôtellerie de plein air, par exemple. Voilà, et puis donc des résidences secondaires, etc., qui font effectivement venir beaucoup de monde aujourd'hui en Occitanie. Alors, quand on a parlé effectivement de la performance économique du tourisme, aujourd'hui, effectivement, Christelle en a parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir longtemps, mais voilà, il faut aujourd'hui qu'on puisse mesurer finalement la performance, de mettre d'autres indicateurs en face de cette performance économique. Et donc, voilà, si on compare
7,3% du PIB national avec 11% d'émissions de gaz à effet de serre produits par ce secteur, effectivement, on se rend compte qu'il est urgent d'agir et je ne reviens pas sur les leviers, mais voilà, avec notamment la mobilité. Alors, c'est vrai qu'on a interrogé en fait l'ensemble des acteurs du tourisme, donc des institutionnels, des offices de tourisme, des ADT, des CDT, des parcs, etc., mais également les habitants. Et ça nous a permis d'identifier en tout cas les 10 points clés issus de ce travail de concertation. Je ne vais pas lire tous les chiffres, mais en gros, l'idée, c'est de dire que la majorité d'entre vous sont évidemment sensibles à ces enjeux de développement durable, mais aujourd'hui, on voit que seulement 20% ont engagé des démarches. Ce qui ne veut pas dire aller jusqu'à une labellisation, une certification, mais en tout cas, ont engagé des démarches. Voilà. Et en tout cas, ce qui est criant, c'est que tout le monde dit qu'il y a besoin d'aide et il nous précise justement les aides attendues au niveau institutionnel pour accompagner les acteurs. Juste une seconde, pardon, si tu peux revenir en arrière, Karine. Dans les 10 défis, effectivement, on le voit, ça va être d'accompagner ce secteur à la transition, de les accompagner, de réduire finalement les impacts et les externalités, d'amener à la transformation de cette offre et nous, de pousser à une consommation différente, une consommation plus responsable. On va impliquer effectivement les acteurs du tourisme, et ce qui est aussi criant, c'est le manque de capacité financière. Changer, ça, c'est aussi impactant pour son entreprise, et donc il faut des moyens pour le faire. Voilà, tu peux passer, merci. Donc, en résumé, donc, ce qui nous amène à construire ce programme opérationnel qui est sur 2 ans, 2021-2022. Donc là, on va engager la deuxième année. Il est composé de 5 axes, 33 fiches actions. Il a été co-construit, comme je vous le disais, avec les acteurs et pour les acteurs, mais aussi évidemment avec la région Occitanie qui elle-même, vous le savez, s'engage sur le Green New Deal ou le pacte vert. Donc voilà, du coup, avec un plan thématique dédié d'ailleurs au tourisme durable. Et puis, il a été construit surtout sur la base des objectifs de développement durable, les 17 ODD que vous connaissez. Cette image doit vous parler. Évidemment, sur le socle de la RSE avec les 3 piliers. On parlait des 5 piliers de l'économie circulaire, les 3 piliers de la RSE. Voilà, tu peux passer, je passe rapidement, vous retrouvez ce programme en ligne évidemment sur notre site pro. Donc très concrètement, comment on accompagne les acteurs du tourisme dans cette transition? Eh bien d'abord, ça a été demandé, c'est voilà, pour changer, il faut connaître, il faut s'armer, il faut s'outiller. Donc on propose en fait tout un dispositif de formation, alors des parcours simples d'une journée, où on va effectivement évoquer ce qu'est le tourisme durable, ce qu'est la RSE par exemple, et puis on va aller sur des formations un petit peu plus ciblées par métier. Il y a beaucoup de métiers dans le domaine du tourisme, la communication responsable, la pollution numérique, la restauration durable pour les restaurateurs par exemple, les démarches environnementales pour les hébergeurs, les mobilités durables. Et puis on va avoir des parcours de formation un petit peu plus conséquents de 5 jours. Notre ambition, c'est de mailler finalement l'Occitanie avec des référents tourisme durable dans chaque territoire d'Occitanie pour engager cette transition. Mais pour ça, donc, il faut les aider, les accompagner. Aujourd'hui, le problème majeur, c'est qu'il n'y a pas de... c'est quelque chose qu'on fait en plus de toutes ces autres activités. Donc, l'idée, c'est vraiment aussi de comprendre l'importance. Et puis, on a aussi un parcours de 5 jours qui accompagne les offices de tourisme et les ADT dans de la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise. On a, sur l'année 2021, pour vous donner une idée, 20 offices de tourisme qui se sont engagés, 3 ADT, 250 personnes formées. Voilà. Dans les outils qu'on peut proposer également au-delà de la formation, c'est un centre de ressources en ligne, c'est-à-dire que vous pouvez, qui que vous soyez, aller chercher de la documentation. Alors, c'est un centre de ressources qui est en train de se créer. Vous avez de la documentation sur, par exemple, tout ce qui est label, en vous expliquant un petit peu plus en détail ce que ça comprend, quel est votre référent en région, etc. Des fiches techniques très, très pratiques. Je vous ai mis ici un exemple, par exemple, sur la question de la mobilité, puisqu'on a vu que c'était un gros sujet, mais vous avez voilà, tout un centre de ressources qui est en train de se créer. Et je vous invite également, Christelle a parlé tout à l'heure, à aller voir aussi le centre de ressources en ligne de l'ADEME, qui est vraiment une mine d'informations, où vous allez pouvoir retrouver beaucoup de choses et beaucoup d'enquêtes notamment.
peux passer, Karine. Ensuite, dans les outils, on vient de proposer là un kit de communication responsable. Vous savez, dans le tourisme, nous, on est vraiment des très gros communicants. Et puis les entreprises touristiques le sont aussi. Donc, on connaît l'impact finalement à la fois du numérique, de la production de papier, mais aussi de tout l'impact que ça a. Donc, on propose ici un argumentaire, on propose des chartes d'engagement pour les professionnels, mais aussi pour les visiteurs. Des fiches techniques là aussi, et notamment on s'adresse aux community managers, hein, les communicants. On connaît l'impact aujourd'hui des réseaux sociaux à la fois sur les comportements en fait que ça peut induire auprès des consommateurs, des visiteurs. Voilà, donc c'est un kit qui a vocation à s'étoffer. Et qui va se développer, mais en tout cas c'est un premier jet qui est complètement libre d'accès. Voilà. Dans les autres actions qu'on peut proposer, c'est bien effectivement, on parle d'économie circulaire aujourd'hui et le cycle de vie. Vous le savez, les offices de tourisme, les sites touristiques ont souvent des boutiques où il y a beaucoup de produits référencés. L'ambition, c'est d'aller, alors au-delà des boutiques, mais on commence par là, c'est d'aller effectivement encourager à une consommation responsable. Mais pour ça, en fait, on se rend compte qu'il y a très peu de gens qui ont formalisé leur politique d'achat. Parce qu'on est souvent en dessous des seuils de marché public et que du coup, voilà, c'est pas très clair. Or, on sait qu'on a vraiment des moyens d'action et du coup, on propose des petits outils, un argumentaire, un autodiagnostic qui est d'ailleurs fait AFNOR ADEME. Et puis, par exemple, un cahier des charges type pour voilà, formaliser, dire aux fournisseurs, voilà, on s'engage, nous, on vous montre nos engagements, mais de votre part, on attend aussi des choses. On va aller sur le volet circuit court, on va aller sur le volet aussi social, de la protection des fournisseurs ou des agriculteurs avec lesquels on travaille. Donc voilà, il y a pas mal de choses dans ces outils. Je passe vite. Notre communication, puisque je vous le disais, on est quand même, nous, un organisme de promotion de communication avant tout au Comité régional du tourisme. C'est vrai qu'on a complètement changé depuis l'an dernier notre façon de communiquer. On a refait notre site internet en mettant en avant avec une nouvelle signature, les voyages qui font grandir, en partant du principe qu'on peut faire de très beaux voyages sans partir loin. Tu le disais tout à l'heure, Christelle, l'impact des voyageurs, la mobilité est très importante. Donc, on incite finalement à la consommation et à la redécouverte du territoire d'Occitanie. On va travailler... Attends, si tu peux rester, Karine, 2 secondes. On va rester, effectivement, on va travailler davantage des publics de proximité. Et puis, on va surtout... donc, on travaille le fond, comment on fait émerger une nouvelle offre éco-responsable. Et puis, on travaille effectivement sur la mise en avant de ces offres éco-responsables, puisqu'il faut qu'elles soient lisibles pour le consommateur, ce qui est un vrai problème aujourd'hui. C'est assez peu... voilà, c'est quand même difficile aujourd'hui de trouver finalement des offres qui soient un peu éco-responsables. Donc, on essaie de les mettre en avant. Et puis, on propose également des séjours qui sont décarbonés, donc tu peux passer avec un travail en partenariat avec la région, dont c'est la compétence, hein, le transport et la compétence. Ils ont la compétence transport, évidemment, nous on ne l'a pas, mais on va travailler avec la SNCF, avec la région, je le disais, avec d'autres partenaires, pour essayer de pousser l'offre touristique et d'agréger des bases de données d'information touristique avec des bases d'information de transport et pousser à venir les gens à venir en train, à venir en bus, puisque on le sait, 92% des gens qui viennent en Occitanie en vacances le font en voiture. Donc, on a effectivement beaucoup de travail à faire en ce sens. Alors, on ne pourra pas aller en train ou en bus partout en Occitanie, ça on le sait, mais l'idée, c'est vraiment de commencer ce travail et de le développer. Voilà, tu peux passer. Donc ça, c'est un des leviers. On parle de tourisme durable, les 3 piliers. Il y a aussi le volet social, hein, et notamment avec la mise en place d'une carte oxygène par la région Occitanie et mise en place avec le comité régional du tourisme. La carte oxygène, c'est un dispositif qui encourage la pratique de loisirs pour le plus grand nombre et qui est renforcé en fait par un cadre de monétisation pour les familles en difficulté. Concrètement, ça veut dire accéder à des offres touristiques à moindre coût,
et avec un transport qui est complètement pris en charge, un transport décarboné, un bus ou train. Donc un transport à 0 €, une grosse promotion. Juste vous donner un chiffre, il y a 2 100 000 billets à 1 € qui ont été vendus en 2021. Donc un énorme effort de la part de la région pour engager ces changements de comportement liés au transport. Je le disais, travailler la base en fait, pour faire évoluer cette offre moins carbonée, il faut travailler avec notamment les hébergeurs. Alors là, ici, c'est le cas d'un hôtel, mais il y a aussi, et on en parlera sûrement tout à l'heure, les campings ou les centres thermaux. Une action qu'on met en place avec l'ADEME, justement, pour mettre en place l'étiquette environnementale sur des hébergements en Occitanie, pour effectivement diminuer la consommation d'eau, de fluide, etc., d'électricité. Donc vraiment une vocation d'engagement de la part des hébergements, et puis une personne dédiée au CRT Occitanie qui travaille à faire venir implanter des offres d'hébergement qui soient plus vertueuses et plus en adéquation aussi avec les attentes des clientèles. Dans le travail qu'on fait également au CRT Occitanie, CRTL, c'est la mutation de l'offre, je le disais. Donc, c'est pas seulement alors, on parle de destination d'excellence. L'idée, c'est pas d'avoir que des hébergements haut de gamme. L'excellence, ça peut être aussi dans la qualité de la prestation et la qualité aussi environnementale. Donc, on va, nous, travailler alors, au CRTL, souvent avec des partenaires, sur des labels de destination. Par exemple, vous connaissez tous Pavillon Bleu ou Ville et Village Fleuri, mais on va au Port Propre, etc. Et puis, on va pousser aussi sur d'autres qualifications qui sont tourisme handicap, des choses comme ça, ou des choses avec des territoires qui sont engagés. Je pense par exemple à l'Hérault sur certains labels, le label Clé Verte, etc. Donc voilà, en tout cas, nous, on pousse effectivement à cette qualification, et encore une fois, qui n'est pas que de la qualité au sens gamme. Je peux passer. Et pour finir, donc effectivement, Christelle en parlait tout à l'heure, une convention qui vient d'être signée récemment avec l'ADEME Occitanie, pour appuyer notre programme opérationnel. Je ne redis pas tout ce que je viens de dire, mais donc sur tous ces postes. Et puis aussi le soutien à la création d'un poste sur la mobilité, puisqu'on a vu que finalement l'impact majeur, ça venait de la mobilité. Donc voilà, création d'un poste qui devrait arriver au CRTL à partir de 2022. J'ai essayé de brosser très rapidement les outils très pratico-pratiques qu'on peut mettre aujourd'hui à disposition, mais surtout qui ont vocation à se développer. Et puis, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Alors, merci Sophie. Il y a 2 petites questions effectivement dans le chat. Je vous laisse le soin d'y répondre, et si on a un peu de temps, on donnera la main en fin de séance. Et je passe la main à Muriel Pellissier-Chambaron pour nous parler de l'Office du tourisme des Deux Rives et de sa boutique exemplaire. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si elle est exemplaire, elle est avant tout modeste, parce qu'on est un petit village, donc classé parmi les plus beaux villages en Tarn-et-Garonne, grand site Occitanie, Moissac, au Villars-Lozerte. Et on a la particularité d'être sur le chemin de Saint-Jacques, et on est grand site au titre de l'itinérance. Donc, nous, entre guillemets, on est la campagne chic, donc on a déjà quelque part un peu d'avance sur le développement durable, parce que c'est notre essence même. Donc, en 2018, déménagement dans des nouveaux locaux dans l'ancien cloître du village. Si tu peux mettre la diapo, s'il te plaît. Du coup, une réflexion sur quelle boutique on allait installer dans ces lieux. Donc, un office de tourisme qui a été installé dans ce lieu assez magique qui surplombe la Garonne. Donc, on était dans une démarche qualité tourisme, donc classement catégorie 1. Et de suite, une question: quels sont les objets qu'on va vendre dans la boutique? La diapo suivante.
Donc, la première année, on s'est axé entièrement sur les produits locaux, dans un souci avant tout pédagogique. Il faut savoir que sur le village, on a juste une épicerie, une boulangerie, donc on n'avait pas une offre produits locaux et on avait une demande forte. Et on a sur le territoire un marché le mardi et un marché le dimanche. Donc, les gens étaient très demandeurs de pouvoir acheter des produits locaux sans toutefois aller dans les fermes et puis prendre le risque de ne pas trouver l'agriculteur dans sa ferme au moment de vouloir acheter des produits locaux. Donc, un partenariat fort avec une dizaine de producteurs locaux, avec des produits emblématiques, le chasselas, enfin, les noisettes, tout ce qui fait la particularité de notre territoire. La deuxième année, nous avons créé une carte postale en interne fabriquée par une entreprise française basée à Paris dans le cadre d'un partenariat avec eux. Là aussi, notre volonté était de faire des objets avec toujours un impact carbone complètement limité et puis favoriser le Made in France. La troisième année, nous avions une demande très forte sur les magnettes. Ah, les sacrées magnettes, tous les touristes veulent ramener le magnette hyper moche. Interrogation, la première prise de conscience vraiment de l'équipe, est-ce qu'on est là pour vendre un magnette que tout le monde a? Donc, nous avons décidé de partir sur la fabrication de la médaille de Paris. Et aujourd'hui, la médaille de Paris décline la médaille en magnette. Et pour info, pour ceux qui ne connaissent pas la médaille de Paris, il faut savoir que le coût est minime par rapport à l'achat d'un magnette Made in China. Donc finalement, fabriquée à Bordeaux, la plus vieille entreprise au monde de la médaille de Paris, elle est très compétitive quand on regarde les prix. Donc là, on s'aperçoit, prise de conscience de l'équipe, que finalement, faire cette démarche, c'est aussi peut-être faire des économies. La prochaine slide. Donc, quatrième année, crise sanitaire, nous décidons avec l'équipe de travailler sur comment augmenter notre offre de produits dans la boutique. Et nous nous mettons à recevoir les représentants, les fameux représentants de produits publicitaires de boutiques d'office de tourisme. Alors là, un constat, les objets sont peu qualitatifs, aucun lien avec mon territoire et ont une empreinte carbone très élevée. La plupart, la majorité, ne sont pas fabriqués en France. Et puis, de l'avis général, je fais un peu, je sélectionne des produits que je garde et je fais un peu une réunion Tupperware où j'invite les dames qui font le ménage dans l'office, nos amis du musée, enfin voilà, j'invite des gens complètement différents, de tranches d'âge différentes. Et là, je pose la question, qu'est-ce que vous achèteriez si je prenais ces produits? Et là, la réponse est unanime. Donc, Muriel, on n'achèterait pas grand-chose, voire rien dans ce que tu nous montres. Donc, le constat, les objets ne reflètent pas notre territoire et ses valeurs, comportent l'authenticité, la nature, l'itinérance, ce que je vous disais, la campagne chic. Et puis, se pose quand même très vite la question du sens. Y a-t-il un sens à vraiment aujourd'hui, dans le tourisme d'après-crise, à vendre ces objets que l'on retrouve au bassin d'Arcachon, à Biarritz ou au Grau-du-Roi? Et quel est le sens, en fait? Est-ce que finalement, ce n'est pas le moment d'aller vraiment vers autre chose? Voilà. Pour moi, le Covid doit servir à réinterroger nos pratiques. Parallèlement à tout ça, en sous-question, nous avions une demande forte de la clientèle d'avoir des contenants pour faire des paniers gourmands. C'est-à-dire que comme on vendait beaucoup de produits du terroir, en fait, les gens nous disaient, oui, on voudrait, vous n'avez pas un panier pour les vendre? Voilà. Bon, donc là, pareil, recherche des
des fournisseurs de paniers. Les paniers ils viennent quasiment de Chine ou de je ne sais pas d'où. Il faut en prendre 200 d'un coup. Enfin voilà, problème de stockage, problème de transport, problème de livraison, problème de coût. Là encore, avec l'équipe, on décide que ce n'est pas la solution et qu'on n'ira pas vers là. Prochaine slide. Voilà. Au Villard, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est un ancien port navigable sur la Garonne et surtout on était une cité de la faïence. Donc on était un port faïencier quand la Garonne était navigable. Là vous avez l'exemple des faïences qui étaient fabriquées au Villard. De cette réflexion naît une réflexion collective de l'équipe. Pourquoi ne pas axer notre boutique sur les arts de la table de façon générale, dans la perspective de proposer des produits un peu originaux. On part d'un constat, à Valence d'Agen, donc qui est la ville chef-lieu de notre communauté de communes, il y a une boutique de la Croix-Rouge qui ouvre le samedi matin et le mardi matin et qui rencontre un vif succès. À titre personnel, on est beaucoup de l'équipe à y aller quand on fait notre marché le samedi, y passer faire un tour. Et on se rend compte que dans cette boutique, il y a des objets qui sont vraiment très beaux et qui sont en lien justement avec cette tradition des arts de la table, de mettre la table qui est très forte et très prégnante sur notre territoire. Je décide de prendre contact avec la Croix-Rouge et leur propose donc d'élaborer un partenariat, une convention. Voilà. Je leur demande si ils y verraient un inconvénient que je revende leurs produits qu'ils ont du mal à vendre en lien avec les arts de la table. Donc, le principe est simple. Nous sélectionnons des objets, vaisselle, soupière, sucrier, tasse à café, que nous mettons en vente dans la boutique de l'office. En fait, pour résumer, je débarrasse la Croix-Rouge de tout ce que leurs bénéficiaires n'ont pas besoin. C'est-à-dire que quand on est dans la précarité, on ne va pas acheter une coupe en cristal et que ces objets-là, ils ont quand même du mal à les écouler vu le nombre de soupières qu'ils ont en don qu'ils récoltent. Donc, nous installons, comme vous le voyez sur la photo, cette étagère toute simple dans la boutique de l'office. Donc, étagère que nous avons aussi achetée à la Croix-Rouge, puisqu'en fait, nous voulions une étagère qui véhicule l'image de la campagne chic, du patrimoine local, voilà. Donc, nous installons ça et nous prenons les premiers objets. Ça, c'est la première installation que nous avons fait. En 15 jours, nous avons tout vendu. Il ne restait plus rien. Gros succès. Avantage pour les touristes, on a proposé des beaux objets. On est complètement dans la tendance de la brocante chic. Si vous regardez sur Instagram, c'est très tendance. Le retour de la vieille vaisselle est tendance. On est en lien avec le territoire. Ces objets sélectionnés font partie de notre histoire du territoire. On propose ces objets à des tout petits prix. La soupière, elle est vendue 12 €. Ça peut servir pour des cadeaux, mais à la fois de contenant. Rien de plus beau qu'une vieille soupière remplie de produits locaux. Et puis surtout, on ne génère pas de déchets supplémentaires. Le touriste ne génère pas de déchets supplémentaires. Slide suivant. Vous voyez, c'était ce genre de plat qu'on avait mis en scène. Enfin voilà, donc ce genre de plat, aujourd'hui, effectivement, le bénéficiaire de la Croix-Rouge, il ne va pas l'acheter. Alors, quels sont les avantages pour la Croix-Rouge? Parce que dans un partenariat, il faut toujours que les deux camps soient gagnants. Déjà, ça a été pour l'équipe de bénévoles qui vide les maisons et qui trie les déchets, ça a été de dire finalement, votre travail, il participe à quelque chose. Il est utile et les objets que vous sauvez, c'est utile de les sauver. Donc, valorisation du travail des bénévoles de la Croix-Rouge, valorisation de leur collecte de tri. Ce que je vous disais, finalement, on enlève du stock de vieilles soupières qu'ils ont du mal à écouler. Et puis, ça fait une rentrée non négligeable de finances à la Croix-Rouge, puisque toutes les 3 semaines, je vais chercher de la vaisselle. Donc, voilà. Donc, ça fait de l'argent qui rentre au profit des bénéficiaires.
l'autre slide. En fait, au départ, on s'est dit comment on va expliquer aux gens pourquoi on leur propose ça. Donc, on a fait un petit panneau qui dit « Ce coin de campagne chic vous est proposé en partenariat avec la Croix-Rouge française de Valence d'Agen. Parce que nous croyons fermement que le tourisme de demain sera durable, nous vous proposons cette belle vaisselle qui raconte notre histoire. Chaque objet a été minutieusement choisi par notre équipe pour emporter un souvenir qui a du sens. » Et j'insiste sur cette explication par rapport aux touristes. En fait, parce que ça avait du sens, nous avons des gens qui, en plein été, ont décidé d'acheter tous leurs cadeaux pour Noël. Et je crois que cette question du sens, quand on fait des achats aujourd'hui, il faut se la poser. On a été très surpris en fait de la réaction très très positive des touristes. Je ne vous cache pas que mon équipe au départ n'a pas voulu me contrarier pour être tout à fait honnête et ne croyait pas du tout au succès de l'opération. Concernant les élus, j'ai eu un soutien en me disant après tout, le risque que vous prenez, il n'est pas énorme. Si ça ne marche pas, eh ben, ce n'est pas grave. Ils étaient quand même volontaires. Ils ont dit oui de suite pour que je me lance dans cette démarche. Finalement, là où j'avais le plus de réticence, c'était par rapport à ma propre équipe en me disant mais est-ce que tu penses qu'un touriste peut acheter des objets d'occasion? Non seulement le touriste peut acheter des objets d'occasion, ça en est la preuve, mais surtout, il est super fier d'acheter des objets d'occasion et je dirais même qu'il n'est pas du tout choqué par notre démarche, bien au contraire, et qu'on a eu souvent la réflexion « Ah ben c'est dommage que ça ne soit pas ailleurs ». En conclusion, enfin moi c'est vraiment une expérience modeste. Je voudrais dire que c'est quand même avant tout un succès commercial parce que le but de la boutique c'est de vendre et que les objets aussi c'est qu'ils sont posés, aussi c'est qu'ils sont vendus. Donc je n'ai pas de stock de vaisselle, je n'ai plus rien à vendre de mon stock de cet été, tout est vendu. Je pense qu'à travers cet exemple, il faut que vraiment on réinterroge nos pratiques de notre vision de notre métier par rapport à ces boutiques d'office de tourisme en allant vers des propositions innovantes et puis se dire que si on veut que les générations futures aient encore la beauté de ce paysage que vous voyez sur cette photo, c'est pour ça que je l'ai choisi, hein, c'est une photo de notre territoire avec les tournesols, puisqu'on est très célèbre pour nos couchers de soleil. Il faut que aussi le touriste n'ait aucune empreinte écologique quand il vient en vacances et que ce genre de petits gestes peut y participer. J'entends souvent dire mes collègues oui mais nous on n'a pas de cabinet, on n'a pas ci, on n'a pas là pour mettre en place des éco-gestes. Moi je crois qu'aujourd'hui même un petit office, nous sommes 3 agents à l'office de tourisme d'Auvillard. Nous avons 20 000 touristes par an à Auvillard qui passent. Même un petit office peut modestement faire un petit pas pour l'environnement. Voilà, il ne s'agit pas d'avoir des gros budgets. Là, j'avais 0 budget, je l'ai fait en interne. On a fait une affiche qu'on a imprimée, on a négocié, on a fait une convention. Enfin, voilà, ça prend du temps, mais je crois qu'il faut oser se lancer et pas forcément attendre d'avoir le cabinet, l'accompagnement. Si on peut se le permettre, tant mieux. Si on ne peut pas se le permettre, je pense qu'il faut y aller sur des idées simples. Voilà. Merci beaucoup, Muriel. Alors, je suis en train de faire le changement pour la diffusion du diaporama. Une belle réussite et j'espère que, comme vous l'avez dit, ça inspirera nombre d'entre nous à oser faire des choses remarquables. Je laisse la main à Mathieu Morel qui va également nous présenter sa stratégie économie circulaire dans son camping Beauregard. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Parfait, c'est parfait, merci. D'accord, voilà.
Je vous remercie de m'avoir invité à participer à ce webinaire, à cette formation, enfin, ce webinaire, on va dire. Voilà, moi, j'interviens dans le cadre de mon établissement, qui est un établissement familial qu'on a depuis très très longtemps. C'était des anciennes vignes qui ont été reconverties en bord de mer à Marseille-en-Plage. J'ai aussi une casquette, puisque je voyais qu'il y avait l'étiquetage environnemental, enfin l'affichage environnemental. Je me suis chargé pour le compte de la Fédération de l'hôtellerie de plein air de l'élaboration de cet étiquetage pour les campings qui, pour l'instant, doit être validé très, très prochainement, on l'espère, et qui permettra dans l'avenir d'avoir tous un étiquetage et qui permettra à chacun aussi de savoir quelle est la consommation quand il vient dans un de nos établissements, sa consommation en CO2, en eau, en électricité, mais aussi à inciter des actions pour la biodiversité, puisqu'il y avait un critère biodiversité, et sur les déchets. En ce qui concerne mon établissement, voilà, cette année, donc nous, notre établissement est un peu particulier. Je suis en temps d'accès plage et je suis un des derniers sur le littoral méditerranéen à avoir un établissement de 200 places sans locatif. Donc aujourd'hui, on n'a que des terrains nus avec effectivement, du coup, pas de locatif, pas de mobil-home, pas de bungalow toilé, rien de ce genre. C'est un choix. Moi, je venant d'un autre milieu économique, quand je suis arrivé en 2008 dans l'activité, puisque avant c'était ma mère qui s'en occupait, j'ai repris l'activité derrière pour le compte de mes frères et de moi-même, pour toute la famille. Et du coup, je venais de l'agroalimentaire et notamment du sourcing pour les supermarchés. Donc, je me suis rendu compte que la profession se tournait véritablement vers une idée un peu de la grande distribution, c'est-à-dire qu'on offrait de plus en plus de services. Et surtout, effectivement, on était de plus en plus vers quelque chose de très standardisé. Donc, j'ai souhaité faire l'inverse et plutôt offrir l'idée d'une épicerie fine dans mon établissement que des produits de grande consommation. Donc, je suis resté, moi, sur le modèle économique ancien du camping traditionnel, avec la chance que, effectivement, tout le monde parte dans l'autre direction, c'est-à-dire celle du locatif et de l'hôtellerie plein air. Et c'est effectivement en famille, on a choisi d'avoir moins de chiffre d'affaires. Et dans toutes les solutions environnementales, on a beau se le dire, c'est quand même aussi diminuer aussi l'impact qu'on peut avoir, mais c'est aussi à diminuer d'une manière un peu économique. Mais ça ne veut pas dire pour autant gagner moins bien sa vie. Ça veut dire peut-être avoir moins d'exigences. En ce qui concerne notre établissement, donc on a une clientèle qui est plutôt, on va dire, populaire, hein, classique du camping. Et ça permet encore à des gens qui ont peu de moyens aussi, et ça c'était important pour nous, de venir en bord de mer, puisque nos tarifs, même en pleine saison, ne dépassent pas pour 4 personnes 450 € la semaine, là où très souvent, sur le même site et les mêmes villes, on est plutôt autour de 1 000, voire jusqu'à 3 000 € pour des emplacements, des campings haut de gamme. Là, ce qu'on a voulu faire, c'était amener un peu plus effectivement de confort et aussi étager un peu notre clientèle et la renouveler. Donc, on a voulu faire des sanitaires individuels sur les emplacements. Ça allait aussi avec la période Covid, c'est-à-dire que le sanitaire collectif, on commençait à subir, nous, effectivement, ces effets, avec des gens qui, de moins en moins, voulaient venir chez nous. On a perdu moins 40% de chiffre d'affaires, notamment pendant le premier épisode de Covid en 2020, pardon. Et du coup, effectivement, on s'est dit, tiens, il faut qu'on se renouvelle. Par contre, je voulais faire quelque chose qui soit en adéquation avec mon idée de notre établissement, et c'est surtout travailler sur l'idée du camping. Donc, j'ai voulu repartir sur des valeurs que je connaissais quand j'étais enfant, que je venais ici, que je voyais le camping, c'est-à-dire le côté plein air. Dans l'idée, cette année-là, on a fait un pique-nique sur la plage où on invitait les gens, c'était non marchand, mais on invitait les gens à venir sur la plage pour se retrouver le soir avec un jeune qui faisait de la guitare et on proposait des instruments pour que les gens puissent se retrouver. Dans ce cadre-là, effectivement, moi, j'avais beaucoup voyagé, donc j'ai décidé de faire quelque chose qui ressemble à mes voyages, qui m'avait fait rêver. C'était de garder cette idée d'extérieur. Alors, pour l'intimité, quand même, on a fait un toilette qui soit fermé, donc on voit la cabine là. Et après, autour, on a mis donc tout en extérieur, l'évier, un lavabo et une douche. Bien sûr, on a protégé l'intimité de chacun, on peut l'imaginer, avec ces paravents extérieurs qu'on a voulu vraiment intégrer à l'aspect paysager.
En ce qui concerne la fabrication, on a fait très attention à ce que ce soit un sourcing plutôt local. On voit que c'est tout en bois, alors il y a un peu de métal dedans, et surtout que ce soit recyclable. Donc le bois, on est allé chercher dans une entreprise qui s'appelle Logaret, qui est dans le Gard, et dont le sourcing est proche de cette entreprise. C'est du pin non traité, et par des procédés techniques, on arrive très facilement à faire en sorte que ce pain reste dans son état naturel, qui ne sont pas des procédés impactants pour le terrain. Il faut savoir que nous, déjà depuis 2018, on est labellisé Zéro Phyto. Ça faisait 6 ans qu'on était déjà Zéro Phyto, mais on a été labellisé. Et on est aussi refuge LPO, donc Ligue de protection des oiseaux. Donc pour nous, c'est important qu'effectivement, le bois ne soit pas traité, quoi. Donc, on a fait très attention à ce qu'on ait un design sympa. On s'est fait aider pour ça par une jeune designeuse. Après, on a mis en compte aussi, on a fait un cahier des charges. Et puis, c'est vrai qu'on a aménagé par rapport au projet qu'elle nous avait proposé. On a pu jusqu'à présent réaliser 12 modèles. On est en train d'en réaliser d'autres là cet hiver. On va monter jusqu'à 19. Avec éventuellement une variante qui sera, on aura pour tout un peu plus rond, ça ne change pas grand-chose. Et voilà, donc là on voit la présentation. Au sol, on voit que c'est des pierres du Carroux. On avait déjà tous nos emplacements qui étaient grand confort, on appelle ça grand confort, c'est-à-dire avec de l'eau, de l'électricité et une évacuation. Ça fait un certain nombre d'années qu'on était comme ça. Ça permet notamment à des emplacements, à des gens qui viennent en camping-car ou en caravane de se connecter directement. Voilà, donc on était très spécialisé camping. Là, effectivement, on voit que, alors on a un côté qu'on a essayé avec du bois, mais aujourd'hui on est plutôt sur la partie en pierre, c'est-à-dire que c'est des pierres du Carreau qui sont posées comme des pas japonais. Et du coup, en fait, notre sanitaire, il est vraiment connecté au sol avec l'idée de la modularité, c'est-à-dire que tout ce qui est autour, là, les panneaux, le sanitaire lui-même, ça peut s'enlever. Et je ne m'interdis pas dans le futur de pouvoir bouger tout ça et de changer l'endroit parce que, effectivement, j'aime bien l'idée que mon terrain ne soit pas impacté. C'est pour ça qu'on n'a jamais mis effectivement de locatif et qu'on garde un espace naturel, notamment l'hiver, et que ça reprenne ses droits. Il faut savoir que chez nous, par exemple, tout ce qui est produit par le terrain reste dans le terrain. C'est-à-dire que les végétaux, il n'y a rien qui sort du terrain. On ne met pas ça en déchetterie. On laisse le terrain naturellement le reprendre, alors avec des procédés pour que ce soit esthétiquement sympathique. Et que, voilà, mais ça nous permet quand même de gros changements, notamment en été. On est en pleine station de Marseillan. Et quand on va dans une rue qui est mitoyenne de chez nous et qu'on prend les températures, j'ai eu la chance de quelqu'un qui s'y connaissait bien pour les prises de température. Et on est à moins 6 degrés dans mon établissement à cause de sa végétalisation, à cause du fait qu'on ait enlevé les goudrons des routes et qu'on est sur un terrain où effectivement, même en plein centre-ville, ça a un impact très important parce que justement, on a désartificialisé les sols et on a fait en sorte que la végétation reprenne ses droits en grande partie, y compris parfois sur les emplacements, c'est-à-dire de réduire l'espace peut-être du campeur et interdire aussi certaines pratiques comme les bâches au sol et des choses comme ça. Voilà. En ce qui concerne le sanitaire, il a reçu un accueil vraiment incroyable. On était très, très surpris, agréablement surpris. On avait beaucoup, beaucoup travaillé dessus. Il faut savoir que toutes ces solutions, ça prend beaucoup de temps parce que moi, je ne voulais pas un produit standardisé que je puisse trouver dans le commerce. Et tout ça, il a fallu l'élaborer avec, bien sûr, les contraintes techniques, mais les contraintes de sécurité, les contraintes sanitaires qu'on pouvait avoir. Et il fallait faire quelque chose qui soit aussi esthétiquement, qui puisse s'intégrer au terrain. Alors, c'est quand même imposant, j'en ai bien conscience. Mais ça permet à des gens, notamment, de venir avec des installations beaucoup plus légères. On a remarqué que les gens qui venaient pour ce type de produit venaient avec des installations beaucoup plus légères, des vannes. On a même eu des groupes de vélos qui venaient juste sur cet emplacement avec leur vélo et leur tente. Dans l'avenir, on va coupler ça avec notamment le retraitement de caravanes parce que, effectivement, pour moi, je ne peux pas me contenter de dire simplement chez moi, je n'ai pas de mobil-home, ce qui, du coup, pourrait sembler plus vertueux au sens environnemental, mais j'ai quand même des gens qui viennent de très loin avec leur camping-car ou leur van ou leur véhicule. Donc, c'est pour ça qu'on a fait, bien sûr, on fait partie on a fait beaucoup d'emplacements vélo chez nous et qu'on les élabore. On les étoffe un peu plus. Et surtout, là, on est en train de faire des emplacements avec ces sanitaires individuels
pour avoir quelques locatifs. Notamment, moi, mon idée, c'est de faire venir des gens en vélo depuis les centres-villes urbains proches, savoir Montpellier, Sète, Pézenas, mais aussi peut-être même Toulouse, voilà, des gens qui viendraient en vélo dans le train, et qui viendraient sur des emplacements qui sont déjà équipés. Donc vraiment axé sur ça, avec une sorte de package tout fait pour qu'ils puissent venir comme ça, et de prendre des vieilles caravanes. Là, je travaille avec une jeune femme du Gard, dont c'est la profession, qui réaménage des anciennes caravanes, justement pour mettre au fond des jardins, mais qui là, en l'occurrence, va le mettre sur. On va faire 3 emplacements comme ça, couplés avec un sanitaire individuel. Voilà, ce qui va permettre, je l'espère, faire venir des gens qui justement ne seront pas véhiculés, ou véhiculés de façon avec une mobilité légère et moins impactante. Donc ça, c'est vraiment mon projet futur, c'est d'essayer d'aller faire venir les gens de notre bassin proche, plutôt que de partir sur quelque chose qu'avec des gens qui viennent de très loin systématiquement. Voilà. Après, la deuxième démarche, effectivement, que je voulais vous présenter, c'est j'ai travaillé avec l'aide. À propos de tout ça, je l'ai fait avec la région, avec une aide, une subvention de la région, de l'ADEME et le Fonds Tourisme Durable, avec Tremplin et Fonds Tourisme Durable, et y compris le département qui m'a aidé pour les sanitaires individuels, mais y compris là sur notre maison du recyclage. Donc ça fait un moment que je voulais travailler sur les ordures ménagères et sur les déchets de notre camping. Il faut savoir que dans notre établissement, on a un restaurant. Bon, cette année, il était fermé parce que c'était compliqué. On a beaucoup de mal à trouver effectivement des ressources humaines, que ce soit dans la restauration ou même sur le terrain. Là, aujourd'hui, j'ai encore ce souci-là. C'est vraiment un gros problème pour nous, pour le développement. En ce qui concerne la maison du recyclage, j'ai travaillé avec un stagiaire qui est à Montpellier, à l'université à Montpellier, qui était en master tourisme et développement durable, pour élaborer justement un recyclage et un tri qui soit plus intéressant, et qu'on puisse, qu'on puisse améliorer l'expérience à ce niveau-là des clients. Moi, dans toutes les démarches que je fais au niveau environnemental, j'essaye de ne pas culpabiliser les acteurs, que ce soit les clients ou que ce soit nous, ou quoi que ce soit. J'aime bien que ce soit des choses qui soient, on va dire, innovantes, mais entre guillemets fun. C'est-à-dire que je suis plus pour un tourisme désirable qu'un tourisme durable, c'est-à-dire dans le sens où effectivement le mot durable, il commence par dur, ça m'ennuie un peu parfois. On est un peu stigmatisant, ou on est un peu austère, ou un peu dans les actions parfois environnementales. En tout cas, c'est parfois l'image que j'en ai quand j'entends parler des gens qui se disent écologie. C'est souvent cette démarche-là, on va contraindre. Voilà. Moi, j'aime mieux le côté scandinave et amener les gens. Donc, j'ai voulu faire un tri beaucoup plus important. Et pour ça, il fallait que ce soit ludique. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi des couleurs un peu fortes. Et je me suis rappelé en fait, quand j'étais petit, j'étais à Paris, moi, et j'avais un centre aéré le mercredi, où il y avait des couleurs comme ça partout, avec des sites de rangement où on peut ranger, suivant les matières, on rangeait les objets et les jouets. Et là, du coup, me suis inspiré de ça en prenant effectivement des couleurs qui parlaient aux gens. Et on a fait une démarche où on s'est fait aider justement par Tremplin et Fonds Tourisme Durable pour pouvoir essayer de diminuer considérablement nos ordures ménagères. J'avais 400 mètres cubes d'ordures ménagères l'année dernière, et je suis passé cette année à 2 tiers de moins, pardon, parce que effectivement on a fait des gros efforts, mais c'est pas terminé. Et il faut continuer. Et donc l'idée, c'est vraiment d'être dans une démarche zéro déchet, et à terme d'avoir le moins de déchets possible. Et notamment, ce sont les déchets des clients, mais ce sont aussi les déchets des commerçants. Et ça aussi, j'essaie d'avoir une démarche, notamment avec les gens qui vendent les pizzas, de trouver d'autres solutions que les cartons en pizza, qui est un gros problème. On voit ici donc 3 couleurs. Le plastique, donc les colonnes qu'on voit, on les a repeintes. C'est des colonnes qui ont été financées, on les verra après. C'est des machines qui nous permettent de compresser les bouteilles. C'était pour réduire le bouteille puisqu'on a augmenté le tri, il fallait quand même qu'on réduise le volume du tri aussi. Donc j'ai voulu des machines en plastique, des machines électriques qui permettent de compresser, parce qu'au départ j'avais des machines qui étaient manuelles, mais elles étaient très peu utilisées, elles ne tenaient pas dans le temps, et les gens, voilà. Il faut bien comprendre que quand on arrive aux ordures ménagères, pour beaucoup encore aujourd'hui,
en tout cas en France. Les ordures ménagères, c'est une corvée, et quand on arrive au bout, c'est déjà, et qu'on arrive et qu'on doit jeter, on n'a plus envie de faire d'efforts. Donc on voit bien qu'effectivement, il fallait vraiment imposer le tri, mais en même temps le faire de façon plutôt plus ludique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des machines qui permettent de compresser le plastique. À terme, ces machines, je souhaite les enlever. Parce qu'en fait, cette année, on met en place une fontaine à eau qui va nous permettre de réduire aussi considérablement. On a vu sur certains établissements comme le mien, où il y a beaucoup d'emplacements nus, que les bouteilles plastiques, là où on a mis en place une fontaine à eau filtrée, en fait, donc c'est une fontaine qui filtre l'eau, qui permet aussi de délivrer de l'eau gazeuse et de l'eau froide. Ça permet dans ces établissements-là de réduire de moitié l'impact du plastique, et notamment des bouteilles en plastique qui représentent à peu près 90% du plastique qu'on retrouve dans nos bacs. Donc on a mis les box et les cartons bruns, c'est tout ce qui est carton d'emballage. Le papier carton, c'est tout ce qui est papier carton plus carton d'emballage des aliments ou autres. Le métal, bien sûr, c'est les canettes et les boîtes de conserve. On a une petite boîte bleue, là, c'était pour les piles. Et à côté, on avait le plastique, donc c'est les emballages plastiques, et bien sûr les bouteilles en plastique. On a augmenté notre volume de tri. On voit un peu plus loin, vous pouvez passer au slide suivant. On a augmenté notre volume de tri. Donc là, on voit la colonne à verre. À côté, on a le liège. Et en plus, après cette photo, on a mis un réceptacle pour récupérer les bouchons en plastique des bouteilles. On a augmenté considérablement notre volume de tri. Et du coup, on a augmenté notre volume de tri sélectif. On comprime aussi nos poubelles pour en sortir le moins possible. Et effectivement, alors ça, il faut que je vois encore avec. C'est une démarche qu'on a fait devant, bien sûr, avec notre agglo qui s'occupe du ramassage. Et donc là, on voit une machine pour compresser qui elle-même aussi a été financée par le Fonds Tourisme Durable, enfin en partie. Et ensuite, on a la colonne à verre et bien sûr les OM. On a augmenté considérablement notre volume de tri, comme je disais, et diminué bien sûr le volume des OM. Dans l'avenir, voilà, on espère, donc on va mettre en place cette année le compost, et on espère qu'à la fin, effectivement, on n'aura plus du tout d'ordures ménagères. Il faut savoir qu'un camping qui est en Bretagne, qui a fait cette expérience-là, mais déjà plus avancée que la mienne, est passé de 250 bacs à 9 bacs à la saison. À la fin, il ne lui restait que en fait, les couches culottes, tout ce qui est de l'ordre de l'hygiène qu'on trouve en salle de bain, dans la petite poubelle de salle de bain, et qui effectivement, on ne peut pas trier et qu'on est obligé de jeter. Donc là, cette année, on va mettre en place, donc encore aussi grâce à l'ADEME et au Fonds de tourisme durable, un composteur, mais biomécanique, puisque vu les volumes qu'on traite, on ne peut pas traiter ça avec des composteurs, des lombricomposteurs. Et après, l'idée, c'est d'aller trier sur les emplacements en proposant des sacs transparents, en limitant les nombres d'heures d'accès aux ordures ménagères pour que justement on puisse contrôler d'une certaine manière, ou en tout cas aider au tri. Voilà. Il faut savoir que pour le tri, tous les pays frontaliers autour de la France sont déjà dans un tri plus sélectif que le nôtre. Les usagers ont l'habitude, et l'avantage, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est qu'en faisant ça, comme ils voyaient, j'ai 50% d'étrangers, je me retrouve effectivement avec une clientèle française qui se met facilement à cette démarche, même si au départ certains rouspètent. Et pourtant, je peux vous assurer que je n'ai pas des clients chez moi qui sont des clients dits écologiques ou sensibilisés, au contraire. Et c'est toute la gageure et c'est tout le plaisir que j'ai à faire aussi toutes ces démarches, c'est d'avoir une sensibilisation auprès de gens qui, au départ, ne le sont pas du tout. Voilà, ça, comme le disait l'interlocuteur précédent, ça prend beaucoup de temps, et ça demande beaucoup de réflexion, toutes ces mutations. C'est pas des mutations qu'on fait effectivement pour gagner forcément plus d'argent. Souvent, ça a été présenté comme ça, mais c'est pas tout à fait. Moi, je trouve que c'est pas la bonne démarche. Personnellement, je le fais surtout parce que je trouve ça sympa.
que effectivement dans l'air du temps aujourd'hui, c'est un plus pour moi parce que on voit bien que tous les clients sont sensibilisés, mais en fait, c'est surtout parce que on est dans un environnement et on vit dans cet environnement. Ça me semble logique effectivement de faire quelque chose de ça. Merci beaucoup Mathieu Morel pour ce témoignage avec beaucoup d'idées, c'est très beau. Et Merci. surtout, voilà, ça regroupe pas que ces retours d'expérience, c'est toute une démarche globale et qui est présentée. Et je vous remercie pour ce retour. On va passer Merci au beaucoup. dernier témoignage de Stéphanie Maïs-Caceres. Je ne sais pas si elle est connectée. Je vais faire un appel en espérant. Si, je suis là. Parfait, d'accord. Donc, je continue de dérouler le diaporama. Je vous laisse donc prendre la parole pour présenter aussi une démarche territoriale que vous avez appelée le baluchon. Et voilà, c'est à vous. Alors, oui, je m'appelle Stéphanie Maïs-Caceres, je suis coprésidente. Alors, excusez-moi Stéphanie, on va couper la caméra. Je vais couper la mienne aussi, parce que je crois qu'on va avoir les mêmes problèmes. Et ne laisser que le micro. Et je vais demander aux autres personnes de couper les caméras également pour permettre un meilleur flux. Je suis désolée, c'est vrai qu'on a quelques difficultés à vous entendre. J'espère que vous êtes toujours là. J'ai peur d'avoir perdu la connexion avec Vous m'entendez? Stéphanie. Oui, Oui. allez-y, oui. Donc, l'association Cévennes Écotourisme a 20 ans et elle a été créée pour fédérer les acteurs du tourisme dans le parc national des Cévennes en faveur d'un tourisme de qualité dans le respect de l'environnement naturel et culturel des Cévennes. Sa mission principale est d'accompagner les acteurs dans la signature de la Charte européenne du tourisme durable. Donc, qui sont accroître l'intérêt et le soutien dans les espaces protégés, animer localement un réseau d'acteurs à l'échelle du territoire et développer et gérer le tourisme dans les espaces protégés de manière durable. Donc, aujourd'hui, Cévennes Écotourisme a une centaine de membres et elle anime son réseau à travers des projets innovants et structurants pour le territoire. Donc, dans ce contexte d'afflux touristique grandissant sur un territoire d'itinérance préservé et riche en produits locaux de qualité, Cévennes Écotourisme a souhaité proposer un outil innovant de sensibilisation capable de répondre aux enjeux du développement durable et à un réel besoin du territoire. Donc, afin de répondre à ces enjeux, Cévennes Écotourisme a eu l'idée de créer le baluchon. C'est une boîte à pique-nique durable et réutilisable. Accompagné d'un carnet de sensibilisation, le baluchon se veut être un outil de sensibilisation des visiteurs du territoire à la réduction des déchets plastiques, du gaspillage alimentaire, mais aussi l'incitation à la consommation de produits locaux en circuit court, plus respectueux de l'environnement. Le baluchon poursuit des objectifs multiples. Proposer un outil adapté aux contraintes de la pratique de l'itinérance, répondre aux besoins des hébergeurs, accompagnateurs, randonneurs et agences de voyage via un outil pratique et utile pour tous. Pallier à l'utilisation de contenants jetables, développer des circuits courts et monter en gamme les produits de bouche. Soutenir les petits producteurs locaux, diffuser les savoir-faire des producteurs en favorisant l'échange producteurs-consommateurs. Sensibiliser les professionnels et visiteurs à travers un objet usuel, déchets, alimentation, circuits courts, réduction du gaspillage. Tisser des liens sur nos territoires entre acteurs du territoire, producteurs locaux, hébergeurs, établissements référents, établissements institutionnels, hôtels et parcs nationaux, tous engagés dans la valorisation de l'écotourisme. Proposer un complément d'activité à ceux qui voudraient nous rejoindre dans l'écotourisme et le slow tourisme en devenant établissement référent. Établissement qui remplit notre boîte à pique-nique, mais aussi, sans distinction, toute boîte à pique-nique durable et réutilisable avec de bons produits locaux, gourmands et faits maison.
Plus simple qu'une boîte, le baluchon est à la fois un vecteur de communication, un outil de sensibilisation sur le zéro déchet plastique et un levier d'économie circulaire pour une meilleure consommation. Donc, on a eu une phase d'étude et de préparation. Donc, on a concerté tous nos prestataires. On a relevé leurs attentes. Ensuite, on a fait une étude de scénario et de fonctionnement et on a conçu notre boîte à pique-nique. Donc, la boîte à pique-nique est composée d'une boîte à pique-nique en inox alimentaire, une capacité de 1200 millilitres, un baluchon en tissu multifonction qui permet à la fois de compléter le pique-nique en y ajoutant des éléments comme un fruit ou du pain, et de le transporter et de servir de nappe, une cuillère en bois d'olivier, un carnet de sensibilisation au zéro déchet et de valorisation des produits locaux et des circuits courts. Un annuaire numérique des prestataires adhérents proposant des pique-niques est consultable sur le site internet de l'association. Et l'intervention d'entreprises éco-responsables et porteuses de valeurs en lien avec la préservation de l'environnement. Donc pour la création, on a travaillé avec... pour le tissu, on a travaillé avec Tuffery, une entreprise locale qui travaille le jean depuis plus de 100 ans, donc qui nous a fait un prototype en jean. Pour la boîte inox, on a eu beaucoup de difficultés à trouver un fournisseur français qui fabrique en France. Donc malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas encore fabriqué en France. Toutes les entreprises n'ont pas le savoir-faire pour l'instant pour fabriquer ce type de boîte. Donc, mais ça, je pense que ça va venir dans les années futures parce que la demande est là. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc, on a fait un partenariat et on a créé des outils. Donc, le partenariat avec les offices de tourisme, le réseau des boutiques paysannes, le parc national des Cévennes, bien sûr, et le réseau des parcs nationaux du Massif central, l'IPAMAC. Donc, on a fait la création d'une page spécifique sur notre site Cévennes Écotourisme pour le baluchon, qui peut être consultable via un QR code qui est dans le carnet de sensibilisation ou directement via notre site internet. Et pour les établissements référents, on a créé un petit autocollant, un petit visuel sympa qu'ils pouvaient mettre sur leur vitrine de boutique. Donc, toute cette saison, on a pu tester ce baluchon via une partie de nos prestataires, plus des boutiques référentes. Donc, il s'avère que le baluchon est un excellent outil de sensibilisation et de valorisation du territoire. C'est un projet territorialement structurant qui favorise le développement d'une économie écologique, locale et fraternelle qui promet les valeurs du tourisme durable. La flexibilité de cet outil en fait un projet capable de s'adapter à d'autres territoires et de s'ajuster aux variables locales. Nous avons l'ambition de développer le baluchon à l'échelle de l'IPAMAC, Massif central, dont la mission s'inscrit dans la continuité de Cévennes Écotourisme, préserver la biodiversité, développer l'attractivité du territoire et le tourisme durable, et travailler en collaboration avec d'autres partenaires afin de finaliser le concept et de promouvoir à plus grande échelle la région Occitanie ou les autres parcs nationaux. Bien, merci beaucoup Stéphanie, vous êtes arrivée à vous faire entendre jusqu'à la fin, donc c'est parfait, on a pu avoir votre retour d'expérience sur ce baluchon, effectivement. J'espère que ça pourra être reproductible sur d'autres territoires, puisqu'on l'a évoqué également dans d'autres témoignages, ce besoin de partager localement. On arrive à la fin de ce webinaire. Je sais que ça s'enchaîne avec d'autres à 10h30. Donc, je vous remercie déjà d'être restés, participé, poser vos questions sur ces échanges et
Voilà, j'espère vous retrouver par la suite dans la journée. Merci à tous nos intervenants pour le travail qu'ils ont fourni et vous proposer ces prestations que vous pourrez retrouver sur la plateforme Cyclope, notamment le diaporama, les diaporamas présentés avec les différents liens et ressources, ainsi que la vidéo qui a été enregistrée, qui sera déposée prochainement. Et peut-être, je vais conclure avec des termes que j'ai entendus et que je trouve, enfin, j'adore vraiment, c'est oser et aller vers un tourisme désirable. C'est des termes que j'apprécie beaucoup. Je vous remercie encore à tous pour votre participation. À très vite. Merci. Merci à vous.